Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct avec vous, comme toujours, toutes vos questions et notre invité du jour. Vous allez le voir, qui est l'une des comédiennes les plus emblématiques du petit comme du grand écran. Un éléphant, ça trompe énormément, Stavisky, Le Grand Pardon, Une famille formidable. Voilà quelques chefs-d'œuvre dans lesquels son talent s'est exprimé et qui ont bercé des dizaines de générations, des dizaines de milliers de téléspectateurs, de nombreux téléspectateurs. Mais voilà, au grand désespoir de millions de fidèles, Catherine Beaumont n'est plus. Voilà, téléspectateur inconsolable, cette actrice engagée est donc désormais libre comme l'air et vogue vers des fictions aussi intelligentes que poignantes, comme cette série qui devrait tous nous faire réfléchir et dont elle vient nous parler ce matin. Bonjour Annie Dupéret. Bonjour, c'est bien ce début flatteur. Comme on essaye de mettre les invités à l'aise ici au Buzz TV. Vous savez, vous avez la gentillesse de venir nous voir un lundi matin en plus, donc franchement, on ne va pas vous blâmer ici. Pour une personne fragile. Mercredi, France 2 lance en première partie de soirée la série intitulée La faute à Rousseau. Alors, oui. La faute à Rousseau, c'est une série dans laquelle un prof de philosophie, Benjamin Rousseau, va tenter de faire grandir les élèves grâce aux questions qu'il va leur soumettre. Et vous interprétez sa maman après avoir joué pendant 26 ans, donc cette mère de famille dans Une famille formidable sur TF1. Décidément, le rôle de mère de famille, c'est quand même quelque chose qui vous colle à la peau. Vous. Oui. Celle-là est un peu spéciale quand même, la mère du On est assez loin de Catherine là. Beaumont. Hein. Oui. Mais c'est vrai que ce philosophe qui est tout à fait génial dans son métier, qui va d'ailleurs un peu loin, puisqu'il va résoudre les problèmes de la vie de ces jeunes gens pour traiter un sujet de philosophie comme ça, c'est très intelligent, je trouve, cette série. Et la mère, elle est quand même costaud. Hein, Alors, je dis tout de suite à mes fans, au cas où ceux seraient affamés de me voir à l'écran, que on l'est. Le rôle est très intéressant, je l'aime beaucoup, mais il est pas gras, comme on dit. Hein, mais il est percutant. Dès lors que vous arrivez devant la caméra, c'est percutant. On ne sera pas déçu. Mais quel plaisir prenez-vous à interpréter une mère de famille, parce que vous avez joué des dizaines et des dizaines de rôles dans votre carrière, et c'est vrai que on vous voit comme la maman, la mère de famille par excellence. C'est peut-être parce que j'ai eu l'âge d'être maman, quand même. non, une mère, c'est un rôle comme un autre. Oui, je veux dire, c'est vrai à partir du moment, et c'est vrai que j'ai la chance de jouer. Quelquefois, les mères sont chiantes. Hein. Les rôles de mère sont toujours. Mais là, ce sont des mères très marrantes quand même. Oui. Que ce soit Catherine Beaumont ou celle-là qui est une ancienne comédienne et on sent qu'elle a tout vu, tout vécu, qui a un espèce de parler franc comme ça. Alors, je vais faire une chose qui est rare à la télévision, je vais citer les auteurs. Parce que nous avons la chance pour cette série d'avoir deux auteurs qui ont assumé la responsabilité d'auteur de cette série de bout en bout. Il s'agit de Thomas Boulet et d'Agathe Robillard. On ne parle jamais des scénaristes. Mais qui sont particulièrement bons sur cette série-là. C'est particulièrement bon. Les dialogues, et moi j'ai quelques phrases à la Audiard qui sont magnifiques. Je vais en citer une quand même qui est ma préférée. À mon petit-fils, je lui demande s'il a couché avec son copain, et il me fait « Oh là là, il a l'air vexé ». Je lui dis « Écoute, conseil d'ami, un homme, tant qu'on ne l'a pas porté sur soi, on ne sait pas ce qu'il vaut. » Ça, c'est quand même... C'est du Audiard, effectivement. Et c'est une femme qui parle en connaissance de cause. Effectivement, et qui est effectivement succulente, notamment dans ses répliques. On va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct avec Annie Dupéret sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Est-ce que vous pienfez d'impatience à l'idée de découvrir cette série autour de l'éducation, la philosophie au lycée? Est-ce que ça vous rappelle des bons, des mauvais souvenirs? Est-ce qu'elle vous manque aussi dans Une famille formidable sur TF1? Est-ce que vous rêvez de la revoir dans ce rôle de Catherine Beaumont? Dites-nous tout. En attendant, voici les news médias avec Sarah Lecoeur. Salut Sarah. Bonjour Damien, bonjour Annie. Bonjour. Allez, on va commencer avec les audiences comme chaque fois. Et puis là, vous avez décidé de vous intéresser à samedi. À celle de samedi, puisque c'était The Voice encore, le deuxième épisode de la saison 10. Eh bien, près de 5 900 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, ce qui représente 27,3% du public. Alors même si c'est 400 000 téléspectateurs de moins que la semaine passée, ça reste un très joli score et TF1 est largement leader. France 3 est deuxième du classement. Le téléfilm Les Mystères de la Chorale a attiré 5 600 000 curieux, soit 23,3% de part d'audience. Et France 2 suit. Les grosses têtes ont fait rire un peu plus de 2 200 000 fans, soit 10,4% du public. Et enfin, du côté de la TNT, France 5 rate le podium, mais tout de même 1,4 million de Français devant. Échappée belle. Alors c'est vrai que chaque matin, ici, on dévoile les audiences de la veille, mais on assiste aussi à la montée en puissance des plateformes de SVOD, type Netflix, Amazon Prime, Disney+. Est-ce que vous êtes sensible, vous, en tant qu'actrice, à cet immense terrain de
jeu. Est-ce que vous avez des propositions de Netflix, d'Amazon? Est-ce que c'est Non, quelque pas chose... du tout, pas du tout. Mais par contre, il y a des spectacles qui se font. Alors, puisque vous m'en parlez, je vais dire tout de suite que moi, hier soir, j'ai été sur... Alors, je vous conseille, si vous aimez le cabaret, si vous voulez aider les artistes de cabaret qui sont quand même dans une mouise noire, vous allez sur Sacré-Montmartre, sacrémontmartre.fr. Il y aura 3 dimanches où 3 cabarets de Montmartre se sont mis ensemble pour faire un spectacle en streaming direct. Hier soir, c'était chez Michou, donc je ne l'ai pas raté. La semaine prochaine, je crois que ça va être chez Madame Arthur. Enfin voilà, il y a des spectacles le dimanche soir. Sacré-Montmartre, je le conseille. C'est important de soutenir ce monde de la culture. Mais évidemment, évidemment. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes une femme de théâtre, je ne l'ai pas trop rappelé en introduction tout à l'heure, mais vous montez également sur les planches. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, aujourd'hui? Écoutez, on est complètement frustrés. Puis moi, j'ai certains copains qui commencent à être dans la misère. Surtout, justement, c'est pour ça que je parle du cabaret et du théâtre, surtout les gens qui font de la planche, quoi, qui montent sur scène et qui tournent pas beaucoup, qui n'ont que ça. Je veux dire, là, c'est vraiment dramatique, quoi. Très dramatique. Allez, on poursuit ces infos médias avec les tristes confidences en lien avec le décès de Faustine Nogaretto qui ont été révélées ce week-end, Sarah, et qui brisent au passage un tabou. Oui, il y a 15 jours, on vous le racontait ici, la chanteuse et ancienne candidate de la Star Academy, Faustine Nogaretto, disparaissait à l'âge de 31 ans des suites de la maladie de l'EM. C'est une maladie invalidante et méconnue en France qui se traduit notamment par de l'extrême fatigue. Eh bien, ce sont ces symptômes et le manque de soins d'efficacité des soins en France qui ont poussé la jeune femme à avoir recours à l'euthanasie en Belgique, car le suicide médicalement assisté n'est pas autorisé dans l'Hexagone. Son dossier était monté depuis 2 ans et c'est l'aggravation de son état de ces derniers mois qui a permis son acceptation dans ce programme d'aide. C'est ce que nous a confié Chantal Somme, la fondatrice de l'association Millions Missing France, ce week-end dans les colonnes de TV Mag, avec l'accord de la famille de la jeune femme. Cette femme se bat depuis plusieurs années pour que cette maladie qui touche des centaines de milliers de personnes en France soit considérée comme il se doit. Annie, on connaît votre engagement dans le domaine de la santé, notamment votre combat contre l'évothyrox qui a été très médiatisé. Contre la nouvelle formule. Voilà, contre la nouvelle formule, effectivement. Est-ce que vous êtes favorable, en tant que citoyenne cette fois-ci, au suicide médicalement assisté? C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions, notamment à travers des associations. D'ailleurs, si Joël Santoni, notre créateur de la famille formidable, n'était pas disparu, il voulait traiter ce sujet, effectivement, de la fin choisie, voilà, librement choisie à son heure, quand on l'estime, qu'on n'a plus les moyens de vivre d'une manière qui vous satisfait. Moi, je pense que ce serait une chose, oui, une bonne chose. À partir du moment où les gens peuvent l'exprimer, bien sûr, tout à fait eux-mêmes et en responsabilité. Oui, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des dérives qui sont pointées derrière, qui sont un peu... Oui, mais quand même, quand les gens peuvent s'exprimer, je ne vois pas pourquoi on les forcerait à vivre. Voilà. Bien sûr. Alors, on termine avec une série de TF1 qui s'arrête aussi. Alors, c'est pas une famille formidable, hein, mais c'est Profilage, après X années d'existence. Oui, 10 saisons. Après 10 saisons, le commandant Thomas Rocher va tirer sa révérence. C'est sur son compte Instagram dimanche que Philippe Bas, l'acteur principal, vous savez, l'a annoncé. Il écrit « La page s'est tournée. C'était une très belle aventure qui m'a apporté bien plus que je ne l'aurais imaginé. » Il a remercié le public et l'équipe technique, évidemment. Alors après Alice Nevers, c'est une autre série phare de TF1 qui s'arrête. Il faut dire que les audiences tendaient à la baisse. En août dernier, seulement 3 700 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 21,3% du public. Et ils étaient encore moins la semaine suivante. Ça fait déjà 2 ans que la famille formidable s'est arrêtée. Oui. Nous, ça va, on est sous antidépresseurs, tout va bien. Après 26 ans dans ce costume de Catherine Beaumont, est-ce que ça a été facile de tourner la page, même si ça a été plutôt désiré par les acteurs, la reine de cette série, on ne vous l'a pas imposé. Oui, d'abord avec la disparition de Joël, qui était notre grand complice, tout ça. Et le fait que TF1 avait voulu qu'on en fasse tous les ans, on ne pouvait plus tout à coup, comme on l'avait fait toujours d'ailleurs, proposer des idées, écrire un peu. Les scénaristes étaient pressés, comme ça, c'était vraiment plus possible, plus notre esprit, quoi. Le risque, c'était que ça ronronne un petit peu. Oui, et qu'on soit plus maître du tout de la chose, quoi. Enfin, maître, parce qu'effectivement, on a toujours été un petit peu aux rênes de cette... C'est une aventure extraordinaire. Et parfois, vous levez le matin, vous vous dites, Catherine Beaumont, elle me manque.
Ça arrive? En ce moment, elle me manque pas du tout parce que ma plus grande de mes petites filles est tombée dedans, si j'ose dire. Donc, je les ai revues entièrement cet été. Je suis en train, là, puisque c'est les vacances, de les revoir aussi. Et ça me donne l'occasion, ça je vais dire un truc affreux, là, je vais dire, je regarde nos épisodes en disant, qu'est-ce que c'était bien. Ah, ben oui. Ouais. C'est vrai que Ça même nous nous, manque. téléspectateurs, on s'attitille un petit peu notre Il y a le coffret complet. Allez, on si va vous- se faire un marathon, Ne Damien. vous privez pas. Écoutez, si vous nous faites un prix, on ne refusera pas. Allez, on passe tout de suite à une autre série, cette fois-ci dans laquelle vous endossez l'un des rôles principaux. Il s'agit de La Faute à Rousseau. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Ça fasse. Exactement, Annie Dupéret, vous êtes face à nous. Donc, La Faute à Rousseau, c'est le nom de la série que France 2 diffuse ce mercredi. En première partie de soirée, vous interprétez la mère d'un prof de philo hors du commun, campé par Charlie Dupont, qui n'hésite pas, c'est vrai, à bousculer ses élèves afin qu'ils se révèlent intellectuellement et psychiquement. Il ne vous a pas échappé que cet enseignant de philo nous rappelle Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que c'est anodin? Est-ce qu'il y a des points communs entre Jean-Jacques Rousseau et le personnage de Ça, Charlie je sais Dupont? pas, mais en tout cas, c'est un prof de philo Ouais. complètement foutraque et génial dans son métier, mais tellement nul dans sa vie à lui qu'il revient vivre chez sa mère. Voilà, c'est pour ça. Et elle le bouscule d'ailleurs. Elle lui dit, bon, t'es formidable dans ton métier, mais dans ta vie personnelle, c'est une catastrophe, mon pauvre gars. Et elle le bouscule comme ça. Non, on parlait tout à l'heure des familles formidables. Il y a une chose que je craignais à la fin des familles formidables, c'est qu'on ne me propose que des rôles de grandes mères sympas. Et alors, tout de suite après, j'ai eu des rôles très différents. Et ça vous a rassuré? Extraordinairement. Ah oui, parce que j'adore, moi, aller dans tous les sens. Faire des rôles antipathiques, faire des rôles même inquiétants, ou ceci, cela, c'est très amusant. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour endosser comme ça des personnages complètement et parfois très opposés. Oui, vous faites ce métier pour exercer d'autres métiers. Bien En fait, sûr, c'est un peu ça. bien sûr, d'autres personnages. Est-ce que c'est typiquement le genre de prof de philo que vous auriez aimé avoir lorsque vous étiez sur les bancs de l'école? Alors, faut pas me parler de ça. Pourquoi? On va se taire. Vous savez que je suis partie en 4e, moi. Oui, c'est vrai, mais vous auriez pas aimé avoir un prof comme ça, aussi déluré, aussi Oui, atypique? certainement, mais j'ai pas été jusqu'à la philo, donc oui, c'est un prof qui m'aurait plu beaucoup. Ouais. Même avant, ça aurait peut-être évité que je parte de l'école si tôt que ça, si j'avais eu un prof aussi marrant et aussi intéressant. C'est ce qui manque Voilà. dans l'éducation, même encore aujourd'hui, d'avoir des profs qui donnent envie aux élèves d'apprendre, d'avoir des profs passionnés aussi sais pas. atypiques que ça. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas le sujet, je n'ai pas d'exemple de grands ados dans ma famille qui pourraient ça. Non, ce que je déplore, je peux le dire par contre, c'est que, bon, il se trouve que, peut-être par ma situation d'orpheline, j'ai été inintégrable à l'école. Donc j'ai eu un malheur scolaire, ce que j'appelle un malheur scolaire qui m'a obligée à sortir de là. Mais, à mon époque, on pouvait, avec un niveau BEPC à peu près, rentrer dans les grandes écoles. Voilà. C'est-à-dire que quand il y avait un môme atypique comme ça, qui était inadaptable au travail scolaire, mais avec des dons particuliers, on pouvait se spécialiser très vite. Et c'est-à-dire que je suis rentrée aux Beaux-Arts. À 14 ans et demi, j'ai passé le concours des Beaux-Arts, qui était une école niveau université. Et j'ai pu rentrer aux Beaux-Arts à 15 ans pile. Voilà. Et après, au Conservatoire d'art dramatique, qui est aussi une école niveau université. Donc, on pouvait faire ça pour des chemins de traverse. Et maintenant, il n'y a plus de chemin de traverse pour des mômes un peu bizarres. Il faut rentrer dans le moule, sinon on est éjecté. Il faut rentrer dans le moule. Donc, moi, je dis tout de suite que je suis pour un approfondissement comme ça de la culture générale, mais il ne faut pas qu'elle soit un écrémage. Mais vous disiez que vous ne pouviez pas vous adapter au système scolaire, Annie Dupéret. Pour quelle raison, en fait? Quel type d'élève étiez-vous? Je ne sais pas. Peut-être le fait d'avoir été orpheline à 9 ans faisait que, vous savez, une fois qu'on a trouvé ses parents morts par terre, l'enfance, c'est fini. Hein. Et donc, je pense qu'il y avait ça. J'étais inadaptable parce que très, très différente des gamines. J'étais autre chose, quoi. Et ça n'a pas pu le faire. Vous n'aviez pas effectivement les mêmes aspirations? Non, j'avais une espèce de maturité supérieure et en même temps, je sais pas, ça n'allait pas du tout. La vie, effectivement. Mais j'étais première en français, j'étais première en dessin-peinture et en gymnastique, voilà. Et donc première dans danse, le Chœur de France. beaux-arts, texte au conservatoire et puis voilà. Allez, Sarah, on retourne du côté des internautes.
Oui, il y a du monde avec nous. Ghislaine, une fan, qui vous décrit comme une grande actrice au grand talent. Voilà, ça c'était son mot. C'est bon à prendre au matin. Ben oui. C'est vrai. En cette période, on ne peut plus travailler. À 10h14, un lundi. Et je vais prendre cette question de Sophie. Où en êtes-vous dans votre combat contre la nouvelle version du Levothyrox? On en parlait tout à l'heure. Oui. Non, écoutez, ça, avoir imposé à des gens dont pour certains c'était un médicament vital, hein, un changement de formule qui a rendu, je crois, des centaines de milliers de personnes malades, avec une négation du système de santé absolument incroyable. Ça n'existait pas, on était des hystériques, c'était dans notre tête. Enfin, j'ai trouvé ça particulièrement violent. Il faut oublier cette nouvelle formule, puisque de toute manière, Merck a décidé que ça n'existerait plus. Donc, il faut passer à autre chose. Vous êtes passé à autre chose Je suis absolument passée à autre chose, parce que quand j'ai vu que Mme Buzyn, pour ne pas la citer, avait co-signé une lettre avec Merck pour dire qu'il fallait passer à autre chose, n'est-ce pas ? Au mépris des, je crois, 133 000 personnes encore qui ne supportaient que l'ancienne formule. J'ai une petite colère qui ressort quand même. Je suis passée à un médicament, alors je le signale, voilà, pour aussi les gens écoutent et sont des hypothyroïdiens comme ça, et je connais 2 de mes amis qui s'en portent très bien. Je suis passée à un médicament qui était autrefois en Italie, qui a été adapté en France, qui n'a quasiment pas d'excipient dedans, et ça s'appelle le T-CAPS. D'accord. T-CAPS en majuscule, T-CAPS, il y a à peu près tous les grammages. C'est une capsule molle qui ne contient quasiment que de l'eau et de la glycérine autour. Donc, pas d'effets secondaires généralement. Et c'est pas remboursé par la Sécu, mais bon, 10 € par mois. Mais il est efficace. Voilà. Pour en revenir à La faute à Rousseau, Annie Dupéret, donc vous, je le disais, vous interprétez la mère de famille, la mère de l'héros, enfin du héros, pardon, interprété par Charlie Dupont. Quel est le rôle en fait que vous jouez à ses côtés, à côté de ce prof de philo? Ah bah c'est une mère spéciale, parce que c'est une mère effectivement qui a un franc-parler comme ça et même une brutalité de temps en temps de propos. Et c'est très curieux qu'il soit d'ailleurs si déséquilibré, ce pauvre type. Elle est capable de lui dire, comme c'est, je trouve, oh, mon pauvre gars, comment tu étais aussi mal comme ça. Et avec quelqu'un, il devrait être plus équilibré avec une mère qui est aussi équilibrée que ça. Alors peut-être était-elle trop brutale, trop vérité à tout prix comme ça, trop franche du collier comme ça, et que du coup il a été un peu, voilà, elle a été une personne un peu étrange quand même. Alors la philosophie, vous le savez, c'est l'art de la nuance. Or aujourd'hui, on vit en ce moment dans une société où il faut être soit pour, soit contre. La philosophie n'existe plus vraiment, Annie Dupéret, il faut le reconnaître. Quel regard vous portez un petit peu sur cette radicalisation, je dirais? Vous n'allez pas m'entraîner là-dedans quand même. Ah, vous ne pensez pas que je vais vous répondre? Ah, mais j'espère bien, Annie Dupéret. Ça fait partie de la fiction. Non, mais c'est vrai que dans cette fiction-là, on nous pousse à la réflexion. Et c'est assez rare pour être souligné. Aujourd'hui, on vit dans une ère où il y a des réseaux sociaux, où on doit être pour ou contre, à défaut où on risque sinon de passer pour quelqu'un d'assez tiède. Je ne suis sur aucun réseau social déjà. Alors peut-être, oui, j'ai des pages comme ça qui ont été faites, je ne sais pas par qui, ou par des fans, mais moi, je ne vais jamais là-dessus. Non, voilà. Généralement, mes proches m'ont dit, tu vas te taire, hein, tu vas te taire, hein. Hein, tu vas te taire, s'il te plaît. Mais est-ce que vous avez envie de vous taire aussi? C'est vrai qu'on nous dit ça aussi. Oui. C'est l'époque. Oui, parce que c'est l'époque où effectivement, dans le côté pour contre machin, pour Raoult contre Raoult, pour ceci, pour cela, on peut se fâcher avec des gens. Je me suis fâchée avec 2 amis, moi personnellement, où effectivement, c'est des périodes comme ça, des vraies périodes de guerre, du coup, comme disait notre cher président, où faut faire très attention à qui on dit ces choses-là. Si vous voulez une chose qui me choque, oui, je vais le dire. Alors je vais le dire parce que c'est un scandale que je pensais pas, j'imaginais pas qu'on puisse interdire aux médecins de prescrire. C'est-à-dire? Voilà. La chloroquine. Quoi que ce soit. Ouais. On a interdit aux médecins de faire leur métier. On a interdit aux médecins de ville de faire leur métier, oui. C'est ce que vous dites? Oui. C'est-à-dire qu'on a un virus inconnu. Oui. On devrait accueillir, comme disent les psys, puisqu'on est, on devrait accueillir tous les essais de responsables, de gens
médecins qui ont quand même de l'expérience, tout ça, qui pourraient essayer, disons, de précocement, comme ça, de ne pas aggraver, laisser graver. Or, on a dit aux gens, vous restez chez vous, prenez du Doliprane, et surtout les médecins, vous restez tranquilles, vous ne faites rien. Et ça, c'est un scandale. Et comment vous savez ça? Comment vous avez eu des Enfin, informations? tout le monde le sait. D'accord. Tout le monde le sait. Vous avez... Bien sûr, tout le monde le sait. Les médecins ont interdiction de prescrire. Vous avez été Est-ce que vous pensez que ça allait arriver un jour, ça vous? Qu'on interdise aux médecins de faire leur métier? Mais pour ainsi dire, je ne sais pas si on a interdit aux médecins de faire leur métier. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quand même à l'info, vous êtes dans un jeu, vous ne savez rien alors? Mais vous ne lisez rien? Vous avez été choqué par la gestion de la crise, en fait, c'est ça? Non, pas forcément. Ouais. Je n'aurais souhaité à aucun gouvernement d'avoir un truc comme ça qui lui tombe sur le rable. C'est effrayant quand même d'avoir à gérer une crise comme ça. Donc là, je ne me permettrai pas de critiquer ni les erreurs, ni les fausses nouvelles, parce que personne n'en savait rien en fait de ce qui allait arriver et de ce qu'il fallait faire au début. Donc là, je ne suis pas. Mais par contre, voilà, ça c'est surtout le côté aux médecins. Ne faites rien, ne faites rien. Voilà, renvoyez les gens chez eux, laissez les choses se dégrader, puis on appellera le SAMU, comme ça engorgera les hôpitaux. Je ne sais pas, il y a quelque chose de quand même absolument incroyable. Vous avez été touché, vous, personnellement, par le coronavirus? Non. Non, j'ai des amis qui l'ont été, voilà. Sarah, on retourne du côté des internautes? Oui, on va retourner du côté des internautes et avec cette question de Brigitte. Est-ce que vous avez un projet de film ou de série avec votre fille Sarah Giraudot? Ah, c'est vrai. Vous pourriez envisager une collaboration? Non, on en parlait dernièrement. On a joué merveilleusement et très agréablement au théâtre une fois ensemble avec toute une troupe de comédiens dans Colombe, qui va repasser, je crois, sur je ne sais plus quelle chaîne prochainement. Et c'est vrai que ça a été une expérience formidable, d'autant que nos rapports mère-fille étaient noyés dans une équipe de bisounours formidables. Non, il faudrait que ce soit un projet où ce soit évident, quoi. On ne le cherchera pas. Voilà, je pense que Sarah est très contente de mener sa carrière de son côté. Elle a eu 2 parents un peu connus avant elle, c'est assez lourd à porter. D'avoir des gens qui vous regardent tout le temps en cherchant qu'est-ce qu'il y a de la mère ou qu'est-ce qu'il y a du père, c'est agaçant. Maintenant qu'elle est bien partie pour mener son chemin, et mon fils aussi d'ailleurs au théâtre, mais malheureusement, et l'un et l'autre ont arrêté de jouer pour les causes que vous savez. Je pense qu'ils font leur chemin tout seuls, c'est très bien. Mais si un jour on nous propose effectivement une chose où le rôle est typiquement pour elle et le rôle épatant pour moi, on le fera bien sûr. Oui. Justement, Annie Dupéret, vous pensez quoi de la fermeture des salles de spectacle? Est-ce que, selon vous, c'est une mesure qui est un peu exagérée? Ou bien on aurait pu envisager des ouvertures avec une jauge, comme c'est le cas dans certains pays? Je pense que c'est une mesure exagérée, oui. Ouais. Puisqu'on a repéré quand même aucun cluster dans les théâtres, que toutes les précautions sont prises, et que si on va dans un supermarché où aucune protection n'est plus prise, moi, j'ai été dans un grand supermarché que je ne vais pas citer, mais il y a ça 15 jours, c'est pas long, pas long. Personne ne nettoie plus les barres des caddies. Les queues, les gens sont à touche-touche. Les gens dans les rayons prennent et reposent et regardent et reposent tout. Ouais. Donc, quand, en plus, alors, parlons pas des théâtres, mais même les musées, où on ne touche rien, qu'on puisse permettre un quota de gens de rentrer au Louvre ou ailleurs pour regarder des choses sans les toucher, alors qu'au supermarché, tout le monde peut tripoter ce qu'il veut, je comprends pas. Je ne comprends pas, vraiment. Et des voix commencent à s'élever d'ailleurs contre ces mesures gouvernementales, comme le maire de Perpignan, par exemple, Louis Alliot, qui a décidé de rouvrir ses 4 musées municipaux. Vous soutenez ce genre de mesures Oui, parce que nous sommes dans une belle démocratie, mais par contre, nous sommes dans une vraie dictature sanitaire. Il faut le dire. Vous le pensez sincèrement? Oui, je le pense. Et pour quelle raison? Par rapport à ces mesures, justement? Par rapport à ces mesures, effectivement, où on pourrait quand même laisser les gens se cultiver un petit peu. Déjà, on a rouvert les librairies. Comment vous avez réagi lorsqu'on a fermé les librairies, vous qui êtes aussi une écrivaine? Écoutez, j'ai été très heureuse de ne pas avoir un bouquin qui sort, parce que j'ai 2 très bonnes amies. Et je vais les citer, parce que j'adore leurs livres, c'est formidable. Il y a mon amie Marie-Paul Bell, qui avait sorti un magnifique livre sur les rapports qu'elle avait eus avec Françoise Amélie-Joris. Un livre, je le cite alors, qui s'appelle Comme si tu étais encore là, qui est une merveille d'amour et de tendresse. Et puis mon amie Eva Darlan, qui a sorti un livre juste le jour de la fermeture des librairies.
Et là, c'est Ça s'appelle Les bruits du cœur, c'est un livre magnifique. Ouais. Et c'est comme si on mettait 2 livres à la poubelle. C'était effrayant, effrayant. Voilà. Alors, avec plus de 160 personnalités, aussi Annie Dupéret, tout autre chose, vous avez récemment signé une tribune dans Le Parisien. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Une tribune où vous appelez les députés à fixer l'âge de non-consentement à 15 ans, rien de dramatique, bien sûr. Et non à 13 ans. Pour quelle raison vous avez décidé de vous engager sur cette question? Parce qu'on me l'a demandé d'abord. Ouais. Non, mais et puis ça me paraît logique. Enfin, 13 ans. Bien sûr. Mais 13 ans, on est une enfant. C'est l'âge où on est le plus influençable, où on est le plus en malaise dans son corps, dans sa vision de la vie. Enfin, c'est affolant de pouvoir dire qu'on peut consentir en toute conscience à 13 ans, qui est l'âge le plus fragile. Donc ça m'a paru... c'est un sujet qui ne m'a pas touché moi, que je connais mal. D'ailleurs comme le harcèlement, comme tout ça, en fait, je crois que je n'avais pas le profil de la victime. Mais c'est un coup de peau, hein. La vie a fait que peut-être j'avais une résistance comme ça, mais je connais des amis, oui, qui ont été victimes. J'ai appris ça avec stupéfaction. Et on parle beaucoup d'inceste aussi en ce moment, avec cette parole qui se libère, qui est absolument monstrueux. On lit beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de libération de la parole, de toutes ces personnes qui ont le courage de parler sur les réseaux sociaux et de dire, voilà, ça m'est arrivé, moi aussi? C'est bien, mais c'est très curieux que ça arrive comme un flot, comme ça, tout à coup, qui vous envahit. Bon, je ne sais pas quoi en penser. C'est bien, et en même temps, alors c'est bien si ça fait bouger les lois. Si c'est judiciarisé derrière. Voilà. Ouais. Et si ça soulage effectivement des gens qui ont vraiment vécu des choses terribles. Et comment vous avez réagi lorsque vous avez appris l'affaire avec Richard Berry, avec lequel vous avez tourné notamment autrefois? Oui. Comment vous avez réagi? Je ne sais pas, moi j'ai pas de preuves, je ne sais pas. Il dément, peut-être il a raison, peut-être je ne sais pas. Présomption d'innocence. Oui, bien sûr, je ne sais pas. Sarah, on retourne du côté des internautes. Oui, on va prendre cette question de Jocelyne. Quels sont les autres projets avortés pendant la crise sanitaire? Vous en avez peut-être subi certaines conséquences. J'ai une pièce que j'ai adaptée et que je voudrais absolument jouer. Voilà. Et j'étais en pourparlers avec un théâtre pour commencer. Vous avez des lectures pour choisir les acteurs et tout. Là, j'ose même plus les appeler, c'est même pas la peine. Voilà, ils sont tous dans un tel état d'angoisse et de danger, quoi. Qui aura encore des sous? Qui aura encore un théâtre? Le nombre, comme les restaurants d'ailleurs, le nombre de gens qui vont fermer comme ça. Donc voilà, on laisse tout ça en sommeil. J'ai la chance de pouvoir écrire. Donc dans ces cas-là, je peux travailler par moi-même. Quoique ce soit très difficile. J'ai eu du mal. J'ai eu certains auteurs aussi, amis, qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à écrire une ligne, surtout dans le premier confinement. Alors il y en a un qui a eu une formule formidable, qui m'a tout à fait éclairée. Il m'a dit, vois-tu, c'est parce qu'on a plein de temps, évidemment, avec ce couvre-feu, ces machins, ces confinements. Seulement, ça n'est pas un temps libre, c'est un temps empêché. Et ça change tout. Un temps empêché... Il y a une sorte de colère intérieure, de choses qui fait que ce n'est pas de la vraie liberté, c'est de la contention. Et ça, c'est pas propice à la créativité, à la créativité, oui. Et Annie Dupéret, là, on parle de théâtre, mais pour ceux qui ont envie de vous voir à la télévision, vous l'avez rappelé, le rôle que vous allez interpréter dans La Faute à Rousseau n'est pas très gras, c'est vrai. Il n'est pas très gras, mais il est joli. Mais il est joli et il est percutant, c'est vrai, on va le rappeler. Dans quelles autres fictions allons-nous vous voir cette saison? Eh ben, je ne sais pas, il faudrait que j'en tourne d'autres. Vous en tourniez d'autres. Vous avez d'autres projets? J'attends. Mais faites un appel, allons. Vous aimeriez retrouver un rôle dans une série, par exemple? Oui, un rôle récurrent, vous aimeriez bien? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, j'aimerais. Puis j'ai lu J'ai sous le coude deux beaux scénarios, mais là, il faut trouver les producteurs, il faut trouver la chaîne, voilà, des choses que j'aimerais vraiment faire. Voilà. Bon, on vous souhaite de retrouver vite le chemin du petit écran ou voir du cinéma. Le cinéma, pareil, vous avez... Pareil. Vous attendez ou vous avez des scénarios? Non, j'ai plus attendu le cinéma depuis une bonne vingtaine d'années.
de temps en temps, il y a un fou qui me propose un rôle au cinéma, mais vous savez, le cinéma, On vous a vu dans le Just Gigolo, je crois. Hein Oui, bien vous sûr, y étiez. oui. Ouais, c'est assez récent quand même, vous y tournez de temps en temps. De temps en temps. Mais c'est vrai que si on n'a pas fait 2 succès à suivre ou un rôle très marquant, il y a peu de chances que les scénarios passent par vous. Vous savez, c'est une écluse. Oui. Le cinéma. Allez, on termine cette émission, Annie Dupéret, si vous le voulez bien, avec notre dernière rubrique, ça s'appelle le sucré-salé. Alors, sucré-salé, on vous soumet 2 propositions. Dans l'idéal, il faudrait que vous n'en choisissiez qu'une. Vous allez voir, c'est pas très simple. Bernard Lecoq ou Charlie Dupont? Oh mon Dieu! Voilà. Oh mon Dieu! Vous voyez un peu à quelle sauce vous allez te manger. Oh oui, allez, je vais dire quand même Bernard. Allez. Bernard, bah oui, forcément. Un éléphant, ça trompe énormément ou une famille formidable, justement? 2 gros succès. Une famille formidable. Une famille formidable. Ouais, c'était exceptionnel. Claire Chazal ou Evelyne Thomas, 2 intervieweuses chez lesquelles vous êtes rendue récemment. Je vais choisir Evelyne, allez. Evelyne Thomas, exactement. Voilà, qui vous interviewe sur le sans spécialement avoir... Ouais. Voilà, Evelyne, oui. Est-ce que vous préférez le théâtre ou bien la télévision? Impossible à répondre. Impossible à choisir. Impossible à choisir, non. Vous vous épanouissez vraiment sur ces 2 Ah supports. oui, c'est 2 manières de faire son métier tout à fait complémentaires, je trouve. Et enfin, pour la route, tenir un rôle récurrent dans une série ou bien un personnage dans un unitaire? Qu'est-ce que vous préférez entre les 2? Ça dépend du rôle, complètement. Oui. Là, je ne vais pas vous répondre. Ça va être sucré et salé en même temps. Vous Voilà. êtes très aigre-doux ce matin, je trouve. Merci beaucoup, Annie Dupéret. Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que l'on vous retrouve dans La Faute à Rousseau. C'est Oui. ce mercredi en première partie de soirée sur France 2. Ne manquez pas cette série où on retrouve enfin Annie Dupéret. On n'est pas peu fiers, on est très contents. Merci, Sarah, d'avoir fait l'interface Avec entre plaisir. les internautes et ce plateau. Et nous, on se retrouve demain avec un chroniqueur qui officie dans Touche pas à mon poste et qui sort un livre en lien avec ses grands-parents, à savoir Simone Signoret et Yves Montand. Demain, nous recevrons donc Benjamin Castaldi. Soyez nombreux pour lui poser toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et donc à demain pour un nouveau Buzz TV.